voir un petit compteur. Non. Non, mais parce que nous, on est en... Donc c'est bon, là, on est en direct. Ça marche. Hop. Donc là, on a 37 participants connectés. C'est en train d'augmenter. Quand vous êtes prête, vous pouvez démarrer, vous présenter tranquille. C'est nous qui commençons ? Ouais, je vous laisse vous présenter, parce que comme je fais juste la modération. Bonjour à tous. Donc, Stéphanie Bruer, ergonome au service de santé au travail. Et Anna El Ragil, psychologue du travail au SATM, le service de santé au travail en Mayenne. Voilà, et on va vous parler ce matin de la souffrance au travail et comment votre SPSTI peut vous aider. Donc, on a décomposé notre propos en 3 temps. Sur un premier temps, il nous semblait important de revenir sur ce qu'était la souffrance au travail. Donc, souffrance au travail, de quoi parle-t-on ? Sur un second temps, comment agir sur la souffrance au travail, comment la prévenir et comment votre SPSTI, donc votre service de prévention et de santé au travail interentreprise, peut vous accompagner face à l'action et face à des démarches de prévention. Et puis en fin de propos, donc l'idée c'est d'avoir un temps de questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de notre présentation à travers le chat. Et l'idée c'est qu'on en revienne en fin de présentation, qu'on reparte de vos questions pour étoffer un petit peu plus nos propos et en échanger avec vous. Donc premier temps, la souffrance au travail, de quoi parle-t-on ? Donc, on va déjà aborder la question du travail. Donc, le travail, c'est bien un ensemble d'activités humaines. Hein. C'est bien des personnes qui exercent et qui effectuent un travail dans une organisation, dans un but de produire quelque chose. Et effectivement, c'est bien le résultat de l'engagement du sujet, donc l'engagement subjectif, dans un cadre prescrit. Le travail prescrit, du coup, c'est bien le cadre posé par l'entreprise, ses attendus, ses objectifs, ce qu'elle doit réaliser, les moyens qu'elle apporte, les procédures qui sont mises en place, le contexte économique. Donc, c'est un certain nombre de conditions pour réaliser le travail. Et ensuite, il y a bien le travail réel, hein, puisque c'est ce qui est réalisé par la personne, avec ses motivations, ses buts, son histoire, son parcours professionnel, son engagement subjectif. Hein, il amène de lui aussi dans le travail. Donc, la dimension psychosociale du travail, c'est aussi à travers cet aspect-là. Et bien sûr, c'est aussi un engagement social et collectif, hein, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent travailler pour un même objectif final. Et en fait, il y a une notion qui est assez connue en ergonomie et dans d'autres dimensions, dans d'autres métiers, c'est l'écart entre le prescrit et le réel. Et en fait, c'est un écart qui est souvent lié à des imprévus, qui est variable, qui est lié aux aléas. Et c'est souvent inévitable. Finalement, c'est le quotidien. C'est gérer un certain nombre de contraintes, d'aléas qu'on n'a pas prévus et en fait qu'il va falloir gérer. C'est ce qu'on appelle aussi, ce qui est bien décrit par Christophe Dejour, c'est la résistance du réel. En fait, ça ne se passe jamais comme prévu. On arrive le matin et finalement, il y a un bug informatique, il y a une panne d'électricité, il y a un retard de livraison, etc. On arrive, on est fatigué, on n'est pas dans de bonnes conditions. Et en fait, on va gérer. Et souvent, ça passe. C'est ce qu'on appelle la régulation en situation. On va élaborer des stratégies pour faire face. Mais à force en fait, de devoir faire face à des situations d'aléas au quotidien, des retards de livraison, des mauvaises qualités de produits, voilà, une organisation qui ne permet pas de pouvoir réguler la charge de travail. Et en fait, à un moment donné, ça ne passe plus. Et ça déborde. Et donc, ça va amener en fait à un déséquilibre. Et c'est bien dans ce déséquilibre, en fait, qu'on va commencer à aborder les questions de souffrance au travail. Donc, un déséquilibre entre quoi et quoi ? Entre ce que l'on va appeler les ressources et les contraintes, puisqu'en fait, travailler, c'est un objet assez ambivalent qui peut être à la fois protecteur, vecteur de santé pour les individus, mais travailler, c'est aussi un risque pour la santé physique, mentale. Alors, en quoi le travail va être protecteur de santé ? Parce que le travail, c'est quelque chose qui va apporter une identité sociale à la personne. Quand vous rencontrez une personne pour une première fois, vous avez souvent tendance à lui demander très rapidement ce qu'il fait dans la vie. Donc, on voit bien que le travail, c'est une part importante de ce qui va nous définir soi, mais nous définir aussi aux yeux des autres et dans la société. Travailler, c'est aussi pouvoir évoluer dans ses compétences, apprendre, un peu se transcender par la réalisation de notre travail. Donc, le fait d'apprendre et évoluer, c'est un besoin primaire de l'individu. Et en cela, c'est aussi vecteur et protecteur de santé.
Le travail, il va apporter aussi des interactions sociales, que ce soit le contact avec le collègue, le contact avec le public, les clients, les usagers, les managers. Donc ça, c'est une dimension importante aussi du travail. Enfin, il va apporter du sens, un sentiment d'utilité, ça renvoie à une certaine reconnaissance, ça valorise l'estime de soi, on se sent utile à travers ce que l'on réalise chaque jour. Et puis l'activité, ça va aussi bien évidemment apporter un revenu, ça va apporter des repères temporels et ça a une dimension aussi occupationnelle importante qui vient aussi verrouiller, protéger la santé des personnes. Mais effectivement, comme vous le disait Stéphanie, dans ce compromis entre le travail prescrit et le travail réel, le salarié va aussi être exposé à des contraintes. On va parler de risques psychosociaux globalement. Les principaux facteurs alors on pourrait vous en parler longuement, mais les principaux facteurs que l'on a voulu cibler, c'est la question de l'intensité du travail, tout ce qui va renvoyer à la charge de travail, la complexité du travail, la polyvalence, la charge mentale, la charge physique, devoir gérer plusieurs informations en même temps. C'est un facteur de risque assez prédominant dans ce que l'on peut observer au niveau de la santé au travail. Toutes les questions qui vont graviter autour du sens du travail, la notion de conflit de valeurs. Est-ce que je suis en adéquation avec ce que l'on me demande de réaliser chaque jour? Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir les moyens pour réaliser un travail de qualité? Est-ce que j'identifie bien ma place dans l'entreprise? Ça, c'est vraiment des choses qui reviennent beaucoup dans les discours, notamment depuis la crise sanitaire et le confinement. La question du sens pour les personnes devient vraiment de plus en plus fondamentale et vraiment un élément qui va faire basculer ou pas d'un côté ou de l'autre en termes de bien-être au travail. Troisième point qu'on vous a notifié, c'est la question de l'autonomie. Est-ce que j'ai suffisamment de marge de manœuvre dans la façon dont je veux réaliser mon travail chaque jour? Est-ce que j'ai les pouvoirs décisionnels, le pouvoir de décision qui est raccord avec les responsabilités que j'occupe? Ça aussi, quand on a le sentiment de manquer de latitude, de manquer de marge de manœuvre dans la façon dont on veut réaliser son travail, ça peut être destructeur en termes de santé, ça peut venir fragiliser les individus dans le cadre de leur travail. Aussi parce que ça vient réduire les stratégies que vont pouvoir mettre en place les personnes pour compenser l'écart entre le travail réel et le travail prescrit, ce que vous expliquait Stéphanie tout à l'heure. Alors, il y a l'autonomie d'un côté, il y a aussi la question du cadre de l'autre. Revient beaucoup dans les facteurs fragilisants, la question de ne plus savoir identifier dans l'entreprise qui fait quoi, comment, jusqu'où, pourquoi. Voilà, ça, c'est des notions qui reviennent beaucoup dans la vie des entreprises et qui peuvent venir aussi fragiliser le comment on travaille ensemble et comment moi, je me retrouve dans l'entreprise. Autre point, les injonctions paradoxales. Est-ce que c'est toujours clair ce que l'on attend de moi? Comment je compose quand un jour c'est oui, le lendemain c'est non, par exemple? Comment je travaille avec ce sentiment qu'on me demande de faire plus avec moins de temps, moins de moyens, par exemple? Ça aussi, c'est des facteurs fragilisants. La question des conflits interpersonnels. Effectivement, on l'a vu dans les ressources, le travail, ça va apporter des interactions sociales. Quand on est dans un collectif de travail qui fonctionne bien, où il y a de la solidarité, où il y a un partage de valeurs, c'est quelque chose qui est très protecteur pour l'individu et qui va vraiment favoriser le bien-être au travail. A contrario, quand on est dans des situations conflictuelles, où on se sent isolé du collectif, où on a le sentiment qu'on ne partage pas forcément les mêmes regards, les mêmes critères de qualité sur le travail, quand il y a des tensions avec le manager, par exemple, ou le manager avec son équipe, ça peut être des facteurs fragilisants. Et puis, autre point qui peut revenir bien souvent dans les facteurs fragilisants, c'est la question des exigences émotionnelles. C'est l'exposition à des situations de violence, notamment dans le contact avec le public, par exemple. Mais ça peut être aussi être exposé régulièrement à des situations de détresse sociale ou à des situations de fin de vie, d'accord? Je pense par exemple à une aide-soignante dans un EHPAD ou un service de soins palliatifs. Ça aussi, ça peut être des facteurs fragilisants parce qu'on s'engage émotionnellement de façon importante dans le travail. Donc, la personne, ce qui va faire qu'elle va se sentir bien ou moins bien dans son travail, c'est finalement, est-ce qu'elle va trouver un équilibre entre les ressources que lui apporte son travail, ce qui se passe bien dans le travail, ce qui est porteur pour lui, et ce qui vient le fragiliser, ce qui va faire contrainte. À partir du moment où il va commencer à y avoir un déséquilibre, la personne va commencer à aller puiser dans ses ressources. Elle va mettre ce que l'on appelle grossièrement en place des stratégies de faire face, d'accord ? Donc, ça peut être des stratégies de faire face à
adapter, revoir la façon dont on s'organise, parler de ses difficultés, essayer de faire évoluer l'organisation. Mais ça peut être aussi des stratégies de faire face moins adaptées, telles que le surinvestissement au travail, que l'on va retrouver quand même beaucoup dans les situations de souffrance au travail, c'est-à-dire faire plus d'heures, travailler chez soi le week-end, etc., pour essayer de réussir à réguler notamment son plan de charge, par exemple. Il va y avoir aussi parfois des stratégies de désengagement. D'accord ? On met de la distance vis-à-vis du travail, ce qui n'est pas toujours effectivement une stratégie de faire face adaptée à la fois pour la personne et pour l'entreprise. Si l'état de déséquilibre continue à perdurer, c'est-à-dire que la personne n'arrive plus à trouver un équilibre entre ses ressources et ses contraintes et que ses stratégies de faire face soit sont inadaptées, soit ne sont pas inépuisables, donc à un moment donné, les stratégies de faire face vont s'épuiser, c'est là que va commencer à apparaître la souffrance au travail. La souffrance au travail, elle se définit comme le vécu qui surgit lorsque le sujet, après avoir épuisé ses ressources personnelles et collectives, se heurte à des obstacles insurmontables. Les atteintes à la santé sur la souffrance au travail, elles vont être très globales. On va toucher à la santé psychique, cognitive, comportementale et psychosomatique. Donc psychique, on va être proche quand même d'un état dépressif. D'accord ? On va être vraiment dans ce champ-là. Les alertes cognitives, ça va vraiment être une difficulté à mémoriser les informations, des troubles mnésiques importants. Sur le comportement, c'est des personnes qui vont souvent expliquer ne plus se reconnaître. Il va y avoir des comportements plus agressifs, une irritabilité plus forte, moins de patience. Il peut y avoir des troubles comportementaux tels que des comportements phobiques, ne plus pouvoir approcher de son lieu de travail, par exemple, ne plus pouvoir se retrouver face à un ordinateur, par exemple. C'est des choses que l'on peut observer. Et puis, psychosomatique, ce que l'on détecte souvent sur les situations de souffrance au travail, c'est effectivement que le corps va à un moment donné parler à la place de l'esprit. Donc, ça va se transcender en douleurs physiques, mais qui en fait viennent symptomatiser des douleurs plutôt psychologiques. La souffrance au travail, ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'on n'est pas sur une simple notion de mal-être. D'accord ? Le mal-être au travail peut être les prémices, le risque de glisser vers de la souffrance au travail. Mais la souffrance au travail, on est vraiment sur quelque chose de très, très ancré. On est vraiment dans une notion d'impasse. La personne n'identifie plus du tout d'éléments positifs dans sa situation de travail. Elle n'identifie plus non plus des stratégies de faire face, des leviers d'action pour essayer d'améliorer la situation. La personne se sent totalement bloquée. Elle est totalement bloquée dans son rapport au travail. On vous a fait un petit focus idées reçues parce qu'on entend beaucoup d'idées reçues sur la souffrance au travail. Donc, je vais essayer d'aller vite là-dessus. J'espère que ça va vous parler. Une des idées reçues qui reviennent beaucoup, c'est que s'il y a souffrance au travail, c'est que c'est en lien avec le management, c'est que c'est la faute des managers. Donc oui, le management est un élément déterminant dans ce qui va faire que l'on va se sentir bien ou pas dans son travail. Néanmoins, c'est absolument pas la seule variable. Et surtout, si on vous a donné cette idée reçue-là, c'est parce qu'on sait aussi que les managers, notamment de proximité, sont particulièrement à risque sur la question de la souffrance au travail, parce qu'il y a parfois un certain sentiment d'isolement, et puis on est souvent entre les contraintes de la direction et entre les contraintes des équipes terrain. Deuxième idée reçue que l'on peut souvent observer, c'est le fait que l'on voit que j'ai une équipe souriante, donc tout va bien, mes salariés sont là, donc tout va bien, un petit peu l'idée que la souffrance au travail, ça se voit. Et attention, la souffrance au travail, ça ne se voit pas tout le temps. On l'a vu dans les stratégies de faire face qui pouvaient être engagées par les personnes pour essayer de trouver un état d'équilibre dans leur travail. Il y a le surinvestissement professionnel et il y a aussi le désengagement. Du coup, c'est des personnes qui vont être présentes. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont bien dans leur travail. Et puis, attention aux personnalités un petit peu silencieuses. Souvent, la souffrance au travail, ça va aussi toucher des personnes qui peuvent être en difficulté pour exprimer les choses. Donc, ce n'est pas forcément des personnes qui vont râler au quotidien. Ça va plutôt être des personnes qui vont avoir tendance à étouffer tout ça, à intérioriser.
Autre idée reçue que l'on retrouve beaucoup, c'est que la souffrance au travail, c'est lié à des problèmes personnels. Donc non, ce n'est pas lié à des problèmes personnels. La souffrance au travail, c'est bien quand la personne trouve un déséquilibre entre les contraintes qu'elle rencontre dans son travail et les ressources dont elle dispose dans l'organisation pour y faire face. Donc ce n'est pas lié à une situation des séparations de couple, par exemple. On n'est pas du tout là-dedans. La souffrance au travail, elle prend source dans la situation de travail. Ce n'est pas non plus une question de génération, de genre, de fragilité. Il n'y a pas de facteur prédisposant à la souffrance au travail à partir du moment où ce n'est pas l'individu qui est à questionner, mais bien la situation de travail dans laquelle il est. Deuxième thématique, comment agir, comment prévenir la souffrance au travail. Alors, comment agir, ça sous-tend être en capacité de la détecter. Souvent, sur la détection de la souffrance au travail, c'est la question de l'observation, de l'écoute et un travail autour des indicateurs qui va être à mobiliser. Sur les éléments à observer, ça va être par exemple un salarié qui s'isole, quelqu'un qui se renferme, quelqu'un avec qui vous avez du lien et au fur et à mesure du temps, vous n'en avez plus, une personne qui ne vient plus dire bonjour, par exemple. La question de la qualité du travail peut être un indicateur d'alerte, à la fois individuel mais aussi collectif. La question de l'absentéisme, pareil, donc on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'absentéisme que tout va bien et ce n'est pas parce que j'ai énormément d'absentéisme que tout va mal. C'est plutôt dans le cumul des indicateurs qu'on va réussir à y émettre des hypothèses. Néanmoins, l'absentéisme, c'est quand même un indicateur important à surveiller au niveau des entreprises. La question des accidents du travail, ça peut être aussi un indicateur d'alerte parce que ça peut être l'indicateur d'une baisse de la vigilance. Ça peut être signe aussi d'un travail dans l'urgence qui fait qu'on ne prend plus le temps de mettre en place les bonnes pratiques, par exemple. Donc ça peut être aussi un indicateur d'alerte à aussi aller observer sur le versant psychosocial. La question des conflits interpersonnels, c'est un indicateur d'alerte aussi. La question des savoir-être, un salarié qui a des propos non professionnels, par exemple, ça peut être un indicateur d'alerte aussi. Les retards, de la verbalisation directe ou indirecte, un salarié qui vient vous voir solliciter l'entreprise ou son service RH ou son manager pour exprimer des difficultés dans le travail. C'est important de se saisir de ce genre de choses. Plus vous allez essayer d'étouffer ça, plus ça va se voir et plus il va y avoir de symptômes et plus ça va être compliqué à gérer ensuite. Ça peut être des alertes, des membres CSE par exemple, mais de la médecine du travail aussi, de votre SPSTI, c'est là où on voit qu'il commence à avoir un rôle. La question du turnover, les maux du corps, voilà, une personne qui exprime aussi des mal de dos récurrents, etc. Il faut aussi aller questionner la part psychosociale que peut prendre le travail dans l'impact sur le corps. Donc, l'observation, c'est important, d'où l'importance du maillage intermédiaire, d'avoir des encadrants de proximité. C'est là aussi qu'est leur rôle. Alors, c'est parfois des choses qui sont rendues complexes dans des organisations où il y a énormément de télétravail, où on est sur un éclatement un peu géographique des salariés. Donc, c'est important de se questionner quand on est dans ce type d'organisation. Finalement, comment j'arrive quand même à avoir du lien, une proximité avec les salariés pour pouvoir observer ce genre de choses. La place de l'écoute, elle est extrêmement importante. Donc, se questionner aussi, quels sont les temps d'échange que l'on a au sein de l'entreprise. Est-ce qu'un salarié, finalement, peut facilement venir me voir quand il commence à se sentir en difficulté dans sa situation de travail ? Les temps d'écoute, les temps d'échange, c'est toujours fondamental dans le bon fonctionnement d'une organisation. Et le travail autour des indicateurs, il est aussi important. Ça peut permettre aux entreprises de détecter des choses précocement, d'identifier des facteurs d'alerte en amont pour essayer de se questionner le plus tôt possible. Parce qu'en fait, sur la souffrance au travail, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'intervenir avant que le salarié et parfois l'entreprise aussi se retrouvent dans une situation d'impasse. Si vous détectez un salarié en mal-être, bien évidemment, n'hésitez pas à lui proposer un entretien pour que l'on en parle ensemble. Enfin, en tout cas, pour que vous puissiez lui en parler avec lui. Vous pouvez aussi solliciter une visite auprès du médecin du travail. Ce qui est important à savoir, c'est que sur la souffrance au travail,
il va forcément y avoir une phase de soins pour la personne, bien souvent d'un accompagnement extérieur avec un psychologue, un médecin psychiatre. Et il y a bien souvent aussi la nécessité d'éloigner temporairement la personne de sa situation de travail. Et la personne, elle va devoir se soigner et se questionner sur quels sont les facteurs qui sont venus me fragiliser. Ces facteurs-là, est-ce qu'ils sont inhérents au métier que j'occupe ou est-ce qu'ils sont générés par des dysfonctionnements dans l'organisation du travail? Quel levier je vais avoir pour essayer de retrouver du sens ou un bon équilibre entre mes contraintes et mes ressources? Le salarié, il va donc devoir s'interroger, analyser son travail, son rapport au travail. Et ce qui est important à comprendre, c'est que l'entreprise, elle va devoir en faire autant, en fait. Sur une situation de travail, l'entreprise doit forcément s'interroger sur quels sont les facteurs fragilisants sur le poste de la personne qui a fait qu'elle a été en difficulté à un moment donné. Comme quand il y a un accident de travail physique, j'ai envie de dire, l'entreprise va souvent faire un arbre des causes pour identifier qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à l'accident. Finalement, c'est de dupliquer ça aussi à la question de la souffrance au travail. Et c'est à partir du moment où la personne, elle, engage un travail de soin, va s'interroger et que l'entreprise va en faire autant, c'est à partir de là où et l'un et l'autre, on va pouvoir identifier des marges de manœuvre et on va pouvoir amorcer une phase de dialogue. Donc, pour mettre en place une démarche de prévention, parce que l'idée, c'est effectivement comment prévenir la souffrance au travail. Ça va être déjà, premier point, engager une démarche collaborative. Effectivement, c'est tous les maillons en fait, de l'entreprise qui vont être concernés. Et à un moment donné, c'est comment tous les acteurs peuvent se mettre autour de la table pour discuter de ces situations qui vont être liées au travail. L'organisation des espaces de discussion aussi, ça va permettre de pouvoir poser des choses, de discuter, de mettre un petit peu en confrontation sans forcément rentrer dans un rapport de force, mais plutôt en confrontation positive, c'est-à-dire chacun amène son vécu et on peut à un moment donné mettre en réflexion et voir quelles solutions on peut apporter en fait. Ensuite, les questions du travail, c'est vers ça qu'il faut tendre, effectivement, c'est sortir de l'individualisation. On voit bien, même si ça s'exprime à travers le sujet, c'est le sujet qui exprime une souffrance, un débordement, mais finalement, c'est à un moment donné, c'est vers quel levier je vais pouvoir agir. Et là, c'est les leviers dans le travail, l'organisation du travail, la répartition de la charge de travail, la gestion des tâches, des questions autour des compétences, de la formation, autour aussi des relations avec le client, le fournisseur. À un moment donné, il va y avoir des axes d'amélioration qui peuvent aussi déborder le cadre de l'entreprise et qui peuvent permettre de sortir de ces situations à problème. Et c'est bien, en fait, en mettant sur la table cette question du travail qu'on va pouvoir identifier ces leviers d'action. Et puis, un autre point important, c'est structurer une démarche, c'est prendre le temps, effectivement, de se dire quel objectif, qu'est-ce que je veux, à quelle échelle ça se situe. Est-ce qu'effectivement, c'est un périmètre restreint, c'est plutôt au niveau d'un service qu'on voit, qu'on identifie un problème, ou est-ce qu'effectivement, ça déborde le cadre d'un service et c'est plus à l'échelle de l'entreprise. Mais c'est important aussi d'avoir cette approche et de pouvoir cibler le périmètre d'action. Et ensuite, mettre des étapes. On va voir qu'effectivement, c'est une démarche progressive qu'il va falloir prendre le temps de structurer pour aussi prendre le temps d'aller vers l'objectif final, c'est-à-dire finalement trouver une amélioration dans la situation. Et ensuite, ça va être les acteurs qui est concerné. Et là, on voit que l'intérêt de mettre autour de la table différentes personnes, des managers, des encadreurs, de la direction, mais aussi en fait des fonctions support, des opérateurs, des salariés. Ça va permettre aussi de pouvoir discuter les problèmes selon des points de vue différents. Et ce qui est à rappeler, effectivement, c'est que l'obligation d'évaluer les risques, aussi les risques psychosociaux. Il ne faut pas voir ça comme un problème qu'il faut éviter, qu'on regardera que quand on y sera confronté. C'est de se dire à un moment donné comment aussi on peut les intégrer dans notre démarche d'évaluation. Et finalement, la démarche d'évaluation, on va voir que c'est une démarche d'évaluation qui est assez standard et classique. Déjà, première étape, effectivement, préparer la démarche. Donc, impliquer les acteurs, montrer aussi que c'est une volonté de l'entreprise, justement, de trouver des solutions et du coup, de ne pas cacher les problèmes et de pouvoir les mettre en discussion. Organiser la démarche, on l'a vu, donc structurer, mettre des étapes, une programmation dans le temps. Ensuite, ça va être d'évaluer les facteurs de risque. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y en a 6 qui sont assez connus, mais finalement, c'est l'ensemble des situations de travail qui vont pouvoir être étudiées. Et donc, faire l'inventaire des facteurs de risque et les formaliser dans le document unique, une démarche finalement assez classique. Mettre en place un plan d'action
puisque quand on commence à discuter des questions du travail, finalement, on identifie des problèmes et il faut réfléchir à mettre en place des solutions. Donc, on retrouve un plan d'action avec des moyens. Mettre en œuvre la démarche, donc la piloter, c'est-à-dire qui s'en charge, qui est garant de la décision, qui est garant de la mener au bout, et suivre sa mise en œuvre. Ensuite, ça va être, bien sûr, comme toute démarche, vérifier en fait que les solutions mises en œuvre ont été efficaces, n'ont pas apporté de nouvelles situations à problème, n'ont pas déplacé le problème non plus. Donc, il va bien y avoir cette notion finalement d'amélioration continue. Et donc, c'est ce que je disais, finalement, c'est une démarche d'évaluation des risques assez classique. Il ne faut pas en avoir peur sous prétexte que c'est viser les risques psychosociaux. Ça peut effectivement nécessiter un accompagnement, où là, effectivement, on peut avoir un accompagnement plutôt sur la phase d'évaluation, parce qu'effectivement, même si on explique qu'il ne faut pas voir ça comme quelque chose de spécial, effectivement, ça peut être important de se faire accompagner sur, justement, identifier les facteurs de risque pour pouvoir mieux les évaluer. Et ensuite, sur la mise en œuvre du plan d'action, les priorisations, comment en fait aller pas à pas vers une démarche, un objectif de transformation. Comment votre service de santé au travail peut vous accompagner? Donc, c'est effectivement tout l'intérêt de faire appel au service de santé au travail. Donc, chaque service de santé au travail, ici en Pays de la Loire, mais comme partout en France, ils ont des spécificités. Tout le monde n'a pas la même constitution de l'équipe pluridisciplinaire. Tout le monde n'intervient pas sur le même périmètre des missions, de la même façon. La composition des équipes, les champs d'intervention. Donc là, c'est vraiment auprès de chaque service qu'il faut pouvoir s'adresser pour voir comment eux proposent un accompagnement à travers votre demande, vos besoins, et de co-construire une réponse avec eux. Et nous, bien sûr, on est en Pays de la Loire, tout en haut, là, ici. Dans notre service de santé au travail, comment ça se passe? On parle forcément mieux de ce que l'on connaît. Donc, le médecin du travail, l'infirmière, chose assez classique, on rappelle un petit peu son rôle, finalement, qui est le rôle inscrit dans la loi. Donc, il a un rôle de coordinateur de l'équipe pluridisciplinaire, qui est en charge d'échanger avec l'équipe médicale, et il se fait le relais des sollicitations des entreprises et des salariés. Il a un rôle aussi d'animateur, c'est lui qui va effectivement solliciter les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire, qui va avoir un rôle de suivi des actions, et il peut aussi mener des interventions, ou tout au moins être en appui sur des interventions des membres de l'équipe pluridisciplinaire. Donc, comme on a pu le voir, soit il reçoit les demandes et les besoins des entreprises. Les entreprises s'adressent au service de santé au travail pour expliquer, voilà, j'ai un problème, soit un problème individuel, soit un problème plus large, ou ça peut être aussi des problèmes qui sont identifiés par les visites, notamment lorsqu'il reçoit les salariés. Et là, le médecin du travail va pouvoir s'appuyer de différents professionnels au sein de l'équipe pluridisciplinaire, donc le psychologue du travail, quand il y en a un, en tous les cas chez nous, on en a une, l'ergonome, la cellule maintien en emploi, l'assistante sociale, et tous ces professionnels-là vont pouvoir intervenir selon leur champ d'intervention dans des phases de diagnostic, d'accompagnement et de sensibilisation. Il peut aussi s'appuyer sur le technicien en prévention et le conseiller en prévention, plus pour la démarche d'évaluation des risques et l'accompagnement sur la mise en place de plans d'action. Donc, le psychologue du travail va être effectivement plus identifié sur la sensibilisation et l'évaluation des risques psychosociaux. L'ergonome va pouvoir avoir cet apport sur l'analyse des conditions de réalisation du travail, dans une démarche plutôt systémique, puisqu'on va intégrer toutes les dimensions du travail. La cellule maintien dans l'emploi, la cellule PDP, va pouvoir accompagner justement dans les situations de prévention de la désinsertion professionnelle et sur des diagnostics de situations individuelles. L'assistante sociale, effectivement, va avoir un rôle aussi d'accompagnement des salariés et des entreprises. Le technicien, donc sur la phase plutôt document unique, évaluation des risques. Et nous, ils ont été en plus formés sur l'aspect intégrer les RPS au document unique. Et les conseillers prévention, donc sur la phase plutôt d'évaluation des facteurs de risque, comme le bruit, par exemple, ou les conditions d'éclairage, l'environnement de travail, qui peut influencer aussi le sentiment et le bien-être au travail. On va vous parler d'un cas concret assez rapidement. Pour illustrer un petit peu nos propos, effectivement, on vous propose de vous présenter un petit cas concret que l'on a pu rencontrer au niveau du SATM. Donc, le contexte, c'est effectivement une entreprise qui sollicite le médecin du travail pour une demande à l'initiative de l'employeur suite à une interaction conflictuelle entre un de ses salariés et un autre de ses collaborateurs.
Le médecin du travail va donc recevoir le salarié. Donc, bien évidemment, l'employeur a reçu le salarié pour lui expliquer qu'il allait solliciter une visite auprès du médecin du travail, s'inquiétant pour sa santé. Le médecin du travail va pouvoir poser un pré-état des lieux de la situation, à la fois sur la santé de la personne. Donc, on vous a mis un petit peu le tableau clinique repéré sur la gauche. Et puis, sur la droite, les facteurs de risque que le médecin du travail, lui aussi, a repéré sous le prisme du discours de la personne sur les facteurs qui ont pu venir fragiliser la personne dans son rapport au travail. Donc, vous voyez la notion de la surcharge de travail en lien avec un glissement de tâches qui fait que la personne se retrouve parfois sur des tâches où elle a le sentiment de ne pas en avoir la maîtrise, que ça ne relève pas de ses compétences et de ce qu'elle sait faire, un sentiment d'être isolée par rapport au reste de l'équipe, et puis des consignes contradictoires émanant de plusieurs personnes au sein de l'organisation du travail. Dans un premier temps, effectivement, le médecin va d'abord orienter vers la personne vers un process de soins, que l'on a vu tout à l'heure. Ensuite, elle va bien évidemment prendre contact avec l'entreprise. La démarche de soins va permettre de soigner les conséquences. Le prise de contact avec l'entreprise, c'est pour essayer de soigner les causes. D'accord ? Après échange avec l'entreprise, effectivement, il y a des éléments de contexte plus importants qui nous arrivent, comme le fait qu'on est sur une entreprise qui a énormément évolué en quelques années, avec différentes directions qui se sont un petit peu juxtaposées, et qu'effectivement, quand on élargit un petit peu les choses, il y a des indicateurs d'alerte qui apparaissent d'un peu partout. Il a été proposé à l'entreprise que moi-même et Stéphanie, donc le psychologue du travail et l'ergonome, puissions faire une intervention collective sur un service ciblé, donc le service dans lequel travaille Notre-Dame du Départ. Et effectivement, on a travaillé avec l'entreprise sur identifier ce qui fait tension dans les situations de travail et on a travaillé avec eux sur l'élaboration d'un plan d'action. Donc, vous voyez un exemple d'action que l'on a mis en place, effectivement, bien clarifier les liens hiérarchiques et fonctionnels entre tous, bien répartir les tâches, bien institutionnaliser des temps d'échange journaliers autour de la régulation de la charge pour bien identifier les problématiques hebdomadaires, mensuelles. On a travaillé aussi sur quel schéma on met en place pour accompagner le retour à l'emploi de la personne concernée par la situation de souffrance au travail. Parce qu'effectivement, la souffrance au travail, il n'y a pas tout va mal et tout va bien d'un coup. Ça s'accompagne sur de la longueur. Donc, il y a souvent effectivement nécessité de travailler sur un petit peu étape par étape ce que l'on met en place pour que la personne puisse se réapproprier son travail, puisse recréer du lien aussi avec l'entreprise. Et puis, il y a eu tout un travail aussi autour de l'aménagement des espaces pour limiter les troubles de la concentration et pour favoriser aussi une dynamique d'équipe qui était un petit peu en perdition. En termes de conclusion, ce qui nous semble important de vous dire et qui nous semble important que vous reteniez notre présentation, c'est que la question de la souffrance au travail, c'est une problématique qui est trop souvent encore aujourd'hui abordée sous le prisme de l'individu. On en oublie d'interroger le travail, on interroge plutôt l'individu, son rapport au travail, les stratégies qu'elle a pu mettre en place, ses compétences. Alors qu'en fait, c'est réellement un problème de travail et d'organisation du travail. Ça ne doit pas être un sujet tabou dans les entreprises. Ça fait partie du travail. Il n'y a pas de crainte à avoir sur le fait de savoir ou pas traiter le sujet. Comme toutes les démarches de prévention, il est important de ne pas attendre l'événement déclencheur pour mettre en place une action. Rappelez-vous, la souffrance au travail, ce qu'il a défini, c'est cette notion d'impasse, le sentiment qu'on ne peut plus rien mettre en place pour essayer de restaurer ou d'améliorer la situation. Donc, effectivement, plus on va en arriver à ce stade, plus ça va être compliqué de trouver des marges de manœuvre pour essayer d'améliorer les choses et pour trouver de quoi mettre en confiance aussi le salarié dans les choses que peuvent mettre en place l'entreprise. Prévenir la souffrance au travail, c'est donc empêcher le vécu d'impasse. C'est donc important de toujours maintenir des temps de dialogue et des marges de manœuvre dans une organisation du travail. C'est important de toujours analyser les conditions de réalisation du travail. Quand il y a un changement dans une entreprise, toujours se poser la question de quelles répercussions sur le réel de travail de mes salariés. Des démarches participatives au quotidien, voilà, où on travaille ensemble, direction, encadrement de proximité, salariés, représentants du personnel, SPSTI aussi, afin de construire une véritable culture de prévention dans l'entreprise. La dimension psychosociale du travail, c'est une ressource avant toute chose. Ce n'est pas une contrainte. C'est ce qui fait aussi que les personnes sont engagées dans le travail et vont vous suivre dans ce que vous souhaitez, là où vous souhaitez les emmener au quotidien.
l'engagement de l'employeur avec la participation des salariés, donc un élément important, voire clé dans la réussite de l'action. Et bien évidemment, votre service de prévention et de santé au travail interentreprise est à vos côtés pour vous accompagner, que ce soit dans une démarche de prévention a priori des risques ou a posteriori s'il y a une situation problématique qui se pose à un moment donné. Nous, on est là aussi pour avoir un rôle d'acteur neutre, pour essayer aussi de favoriser le débat, le dialogue, pour que chacun, l'employeur et le salarié, puissent prendre en compte aussi le regard de l'autre et que l'on puisse trouver ensemble des solutions qui permettent à chacun de retrouver sa place dans l'entreprise. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? En tous les cas, j'espère que cette présentation vous a amené un certain nombre de questions. Alors, du coup, concernant les questions, vous allez pouvoir toutes les poser dans l'onglet questions. Et du coup, on va pouvoir les voir. Donc là, je laisse les ensembles des participants pouvoir poser leurs questions dans cet onglet. Puis, du coup, on va pouvoir ensuite y répondre. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de remontée. Alors, peut-être, du coup, on va nous-mêmes se poser des questions. Il y a une question. Très bien. Pouvez-vous donner un ou des noms de psychologues ou ergonomes que l'on peut solliciter? Merci. Là, après, c'est vrai que ça dépend du département, ça dépend en fait de l'entreprise. Après, bien souvent, les psychologues qui interviennent en cabinet conseil ou même les ergonomes, les psychologues du travail, en tous les cas, qui interviennent en cabinet conseil, pourront répondre à cette question et est-ce qu'ils peuvent intervenir ou pas sur cette dimension-là. Mais sans doute que la réponse, ce sera oui. Mais vraiment, effectivement, rapprochez-vous de votre service de prévention et de santé au travail interentreprise. Eux pourront vous accompagner, soit de façon directe, soit effectivement bien travailler avec vous. Déjà, quelle est la demande? Est-ce qu'on va plutôt être sur la compétence du psychologue du travail, plutôt sur l'ergonome? Ils vont aussi vous accompagner sur quelle demande formaliser ou formuler au psychologue extérieur que vous allez pouvoir solliciter ou à l'ergonome. Donc vraiment, rapprochez-vous vraiment de votre service de santé au travail là-dessus. Ils sauront vous éclairer. Alors, ensuite, nous avons une question de Kevin Blubert. Est-il possible d'évacuer une situation avec vous au téléphone ou en visite sur site? D'évoquer, pardon. Est-il possible d'évoquer une situation avec vous au téléphone ou en visite sur site? Pardon. Alors, j'ai envie de dire oui dans les deux cas. Alors, par contre, avec nous, souvent, on l'a dit tout à l'heure, la porte d'entrée, ça va souvent être le médecin du travail ou l'infirmier en fonction des visites. Mais bien évidemment, si vous êtes salarié et que vous vous sentez en difficulté dans votre travail, bien évidemment que le médecin du travail est un interlocuteur important à solliciter. Si vous êtes plutôt un acteur de l'entreprise, DRH par exemple, ou responsable d'entreprise, bien évidemment, là aussi, vous pouvez aussi contacter le médecin du travail pour faire le point avec lui sur la situation. Lui est là aussi pour conseiller sur un premier niveau et au besoin vous mettre en relation avec l'équipe pluridisciplinaire qu'il a autour en fonction de la problématique que vous rencontrez. D'accord. Ensuite, nous avons une question d'Isabelle Marie Charret. Pouvez-vous nous parler aussi de la démarche d'évaluation des RPS en dehors de situations de souffrance? Oui, en fait, dans ce que l'on appelle en fait une démarche a priori des risques, qui est en fait qui est extrêmement importante. C'est un petit peu l'idée de voir les risques psychosociaux comme un risque professionnel à part entière. Donc, il ne faut pas effectivement attendre de se dire j'ai des indicateurs d'alerte qui m'amènent à. Donc, bien évidemment, la démarche reste de la même en fait. Ça va être observer, questionner le travail réel, travailler sur un plan d'action pour agir sur les contraintes tout en maintenant les ressources en place. Mais bien évidemment, on va être sur une démarche de prévention classique, un petit peu celle que vous a présentée Stéphanie tout à l'heure. Mais bien évidemment, une démarche de prévention des RPS, elle fait autant sens, voire plus, en amont de l'apparition de situations de souffrance au travail.
Ensuite, j'ai une question. Un salarié qui exprime sa souffrance auprès de la médecine du travail directement souhaite que cela reste confidentiel, sans informer l'entreprise. Est-ce possible? Bah, moi, je dirais que oui. De toute façon, le médecin du travail est soumis au secret professionnel. Après, le médecin du travail, il aura peut-être d'autres éléments qui permettront d'aller voir l'entreprise et de pouvoir amener ou de commencer à amener l'entreprise à s'interroger. Et puis, ça peut être par d'autres biais, en fait, soit effectivement par les questions de documents uniques, etc., ou soit par des approches, par exemple, dans les interventions ergonomiques qu'on peut mener. C'est des questions en tous les cas, c'est des sujets qu'on va aborder, l'organisation du travail, comment la répartition des tâches se fait, comment en fait le collectif fonctionne. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont pouvoir à un moment donné pouvoir mettre en discussion des éléments du travail sans cibler particulièrement une problématique individuelle. Ok, alors on a Kevin Lubert qui nous répond qu'il s'est rapproché du médecin du travail du coup. Et la dernière question, existe-t-il des outils disponibles sans avoir à solliciter votre intervention pour diagnostiquer, prévenir, intervenir? L'INRS, oui, est une base documentaire avec des outils qui ont été mis en place, élaborés. Tout à fait. Alors, nous, les SPSTI sont là pour accompagner, mais on n'est pas nécessaire dans l'accompagnement des entreprises. Donc, effectivement, n'hésitez pas. Tous les sites internet tels que l'ANACT, l'ARACT, l'INRS, vous allez avoir plein de matières méthodologiques et d'outils sur c'est quoi une démarche de prévention des RPS, quels outils ça nécessite de mobiliser, quels outils en fonction de la taille de l'entreprise aussi, parce que vous allez voir qu'on ne vous conseille pas forcément les mêmes outils en fonction de la taille de votre entreprise. Et puis, c'est une fois que vous êtes familiarisé avec cette méthodologie-là, effectivement, souvent, ça préconise de créer ce qu'on appelle un comité de pilotage au sein de l'entreprise. Et ensuite, vous allez en discuter ensemble. Est-ce qu'on a besoin d'un tiers extérieur ou pas? Mais voilà, on vous invite vraiment là à vous rapprocher des sites tels que l'INRS, l'ARACT, l'ANACT, qui sont des bons outils et vous allez trouver des guides méthodologiques adaptés, pertinents et simples, accessibles. Ok. Et du coup, on a une nouvelle question de Marie Bécher, qui est la personne qui vient de poser cette question. Sous quel délai êtes-vous en mesure d'intervenir si vous êtes sollicité pour aider l'entreprise à prévenir un risque ou pour résoudre une situation critique? Alors là, c'est très dépendant. Ça va être dépendant des services de santé. Donc, ça va être dépendant du plan de charge. Dans tous les cas, il y aura forcément un premier niveau qui est celui du conseil. Dans tous les cas. Et si le plan de charge ne permet pas à l'équipe d'intervenir dans la semaine, par exemple, on donnera toujours un premier niveau de conseil à l'entreprise sur comment gérer à très court terme la situation. Au besoin, on réoriente aussi parfois vers des partenaires extérieurs. Mais dans tous les cas, le premier niveau qui est celui du conseil, il se fera très rapidement. C'est pour ça aussi, il ne faut pas hésiter effectivement à s'adresser au service de santé au travail. Et là, effectivement, la réponse sera adaptée à la situation, aux besoins, et il y aura plusieurs niveaux qui seront proposés. Un premier niveau, peut-être en réaction à une situation d'urgence, de crise, etc. Et ensuite, comment, dans un second temps, on va pouvoir poser les choses et traiter la situation avec un peu plus de recul aussi. Il ne faut pas forcément toujours vouloir chercher à résoudre une situation dans l'urgence, même si la situation le nécessite et pour la particularité de la situation. Mais une démarche de prévention, ça prend du temps, ça s'installe dans la durée et ça s'installe aussi hors situation de crise, si on veut vraiment pouvoir intervenir posément et réfléchir aux vrais problèmes. Très bien. Alors du coup, je ne vois pas d'autres questions. Il y a plusieurs commentaires positifs, présentation claire, concise. Voilà, je ne vois pas d'autres questions qui sont remontées dans le flux pour l'instant. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir peut-être... Ah si, ah non, c'est un autre commentaire. Merci, c'était très clair.
Merci pour votre intervention. Ouais, voilà, c'est plutôt des commentaires que des questions. Alors du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir peut-être conclure la présentation. Eh ben, merci à tous pour votre écoute. Effectivement, on espère avoir été clair, avoir pu vous éclairer sur certains points. Et vraiment, ce qui est à retenir, c'est que n'hésitez pas à prendre contact avec le médecin du travail qui vous accompagne dans votre structure. Et puis que vraiment, l'idée clé à retenir, c'est que la souffrance au travail, c'est effectivement assimilé à une notion d'impasse et qu'il faut absolument essayer de travailler le plus en amont possible pour qu'on empêche d'arriver à cette situation d'impasse, à la fois pour le salarié et pour l'entreprise aussi bien souvent. Voilà, moi aussi, je voulais vous remercier tous et en complément, c'est effectivement dire que c'est un sujet qu'on peut aborder sous différentes dimensions. Et effectivement, la dimension organisationnelle peut être traitée sous différents prismes. C'est pour ça aussi qu'on voulait mettre en avant cette présentation à deux métiers, à deux professionnels, pour justement montrer cette dimension pluridisciplinaire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.